Salut les amis, donc aujourd'hui on va parler photovoltaïque et on va faire un point sur mon installation. Alors, comme vous le savez, depuis quelques semaines, mes batteries sont complètement à plat. Une plus que les autres, hein. Et donc en fait, mon installation a bien du mal à suivre. Alors j'avais fait une première tentative pour améliorer le fonctionnement en mettant un régulateur de charge supplémentaire, celui dont je vous avais parlé. Ça a permis on va dire, de stabiliser le truc, mais bon, voilà, quand vos batteries sont HS avec un WKS qui n'est pas prévu pour fonctionner sans batterie, vous avez quand même quelques désagréments. Alors, les principaux, c'est dû au fait que le WKS, enfin le principal, c'est dû au fait que le WKS a besoin des batteries lorsqu'il y a une variation de charge. Voilà. Alors le temps que l'algorithme du régulateur interne s'adapte pour optimiser le rendement de votre installation photovoltaïque, très souvent, ce sont les batteries qui freinent et qui font le relais en attendant que l'algorithme ait choisi ce point optimal. Donc, si vos batteries sont HS, le temps que la régulation se mette en place, ce qui peut prendre 10, 20, 30 secondes, ça dépend un peu en fait de la différence de charge que vous allez lui demander par rapport au soleil, notamment. C'est ce que j'ai constaté. Donc, durant cette phase-là, ce sont les batteries qui font le boulot, et si elles sont HS, et ben, la tension se casse la gueule, et donc, par la suite, il y a une réinitialisation de la boucle de régulation, totalement, une réinitialisation totale, qui prend 45 secondes. Donc là, vu que j'ai un système qui permet de repasser sur secteur quand la charge des batteries descend, en fait, il y a un phénomène de pompage. Alors j'arrive à l'estomper, en fait, en y allant par palier. Si je monte progressivement la charge que je demande à ma maison, dont la maison a besoin, par rapport au photovoltaïque, par palier, je vais pouvoir fournir la totalité. Mais les variations de charge rapides, ça va se mettre en croix. Donc, suite à ce constat, j'aime pas trop fonctionner comme ça, c'est un peu pourri, quoi, hein. Il a fallu que je réfléchisse et puis que j'essaie de trouver une solution. Et il n'y a pas 40 solutions, hein. Voilà. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est cuit, c'est cuit. Il faut que je change les batteries. Alors, je vous avais dit que j'avais des problèmes de budget, comme tout le monde, et que j'avais en fait prévu cet achat pour l'année prochaine. Et il faut que j'anticipe. Voilà. Donc, je vais l'anticiper. Et suite au conseil, à l'information d'un abonné qui me fait passer ce lien, je vais vous présenter normalement les batteries que je vais acheter. Donc voilà, ces fameuses batteries, vous les avez en fond d'écran. Alors déjà, c'est un site espagnol que je connais depuis assez longtemps, que je vais consulter. J'ai jamais acheté, donc ça va être une première. C'est un site qui se situe à Valence, qui apparemment n'est pas traduit en langue étrangère, c'est seulement en espagnol. Par contre, ils font donc de l'exportation. Vous commandez et puis ça arrive normalement à bon port, avec des frais de port dont on va parler. Donc ces batteries, c'est un utilisateur un abonné qui m'en a parlé parce qu'il souhaitait lui-même les acheter. Je suis allé voir la bête lorsqu'il en a parlé. J'ai regardé un peu les données. Donc il s'agit de batteries ouvertes, batteries acides. Chaque élément fournit aux alentours des 6 à 7 volts. Donc il faut 8 éléments pour avoir 48 volts, les mettre en série. Et donc quand vous cumulez la puissance totale stockée dans ces batteries, vous arrivez théoriquement, données constructeurs, à plus de 28 kWh de stockage. Ce qui est pas rien. Donc batterie acide, à savoir que batterie acide, vous allez pouvoir les utiliser plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans, sur j'ai été perturbé par un petit pop-up, je me demande si c'était pas un spam un peu pour nous quand même. Vous pourrez peut-être le revoir au ralenti, allez-y. Donc ces batteries vont pouvoir vous tenir 10 à 15 ans si vous ne les déchargez pas à plus de 40%. Voilà. Donc vous pouvez toujours leur taper plus dedans, mais normalement, voilà, si vous leur tapez 40% tous les jours, donc 40% de 28 kW théorique, on va faire le calcul, tiens d'ailleurs, hein. On va faire le calcul.
On va réduire l'image, hein, parce que sinon je peux pas accéder. On va déplacer l'image, ça sera plus simple. Donc 28 multiplié par 40 égale, voilà, vous pouvez taper 11 kW par jour dedans. Il se trouve qu'en fait, c'est la consommation que j'ai durant toute une nuit sans faire aucunement attention. Donc c'est des batteries qui vont pouvoir me permettre à terme de pouvoir faire tourner la maison avec une autonomie certaine, et une certaine autonomie aussi. On va pas dire que ça va être du 100%, puisque je vais y aller très prudemment, je vais pas leur taper dedans, je vais pas les brusquer, je vais y aller par palier en voyant comment ça se passe, tout ça. C'est un apprentissage pour moi. Donc je préfère jouer la prudence et je vais y aller calmement avec, et progressivement entrer dans l'automatisation, dans la domotique, homemade comme on dit, pour optimiser cette réserve d'énergie sans les flinguer, que ce soit pendant la nuit ou que ce soit durant la journée, lorsque il y a des variations de soleil et que j'ai besoin d'avoir beaucoup de puissance utile. Alors ces batteries, donc batteries acides, j'ai potassé pas mal le sujet des batteries, hein, il a fallu que je m'y remette. Les caractéristiques de ces batteries, donc je vous l'ai dit principalement, c'est les pourcentages de charge qu'on peut leur demander, enfin de décharge. Ensuite, ce sont des batteries qui sont avec entretien. Donc, variablement, entre 3 et 6 mois, il faut leur faire un contrôle et un entretien, c'est-à-dire vérifier les niveaux. Mesurer également le pourcentage eau acide à l'intérieur. Éventuellement, passer un petit coup de brosse sur les bandes de connexion, graisser les bornes avec du silicone ou autre. Voilà, c'est les batteries avec entretien. C'est évident qu'il y a des batteries acides d'autres marques avec beaucoup moins d'entretien, voire quasiment pas. Mais on va entrer sur des prix qui sont sans commune mesure avec ça. Et puis j'ai pas les budgets. J'ai pas les budgets pour le lithium. Par rapport à mes besoins immédiats, j'ai pas les budgets pour passer sur autre chose. Donc ces batteries-là, pour moi, c'est une aubaine, d'autant plus que c'est une marque que je connais. C'est une marque que j'ai en batterie gel. Que dire de plus sur ces fameuses batteries? Alors si, point intéressant, elles prennent pas trop de place en fait. Elles vont guère prendre plus de place que les batteries que j'ai actuellement, qui sont des batteries gel. On va être sur quasiment les mêmes surfaces, hein. Les dimensions pour chacun des éléments, j'ai plus trop ça en tête, mais bon, j'avais fait le calcul. Il faudrait qu'on regarde la doc technique. Allez, on va quand même ouvrir ça. On va regarder ça. Alors, on est sur hauteur 40 cm, 30 par 20, quoi. On va arrondir. En gros, vous avez un format A4 au sol. Voilà. Sachant qu'il faut respecter entre chaque batterie une distance de 5 cm pour permettre une ventilation. Et puis, cette distance est également utile pour pouvoir vérifier vos niveaux, hein, lorsque ça sera le moment de le faire. Alors, particularité de ces batteries, comme toutes les batteries, elles ont des rendements en fonction des capacités de stockage qui varient en fonction de la température ambiante. Donc, on voit que la puissance nominale est à 25 puissance de charge, le stockage est la nominale à 25 degrés, et on voit qu'à 0 degré, on passe à 85% du nominal. Alors, c'est des facteurs très importants auxquels il faut prendre en compte, hein, par rapport à vos besoins d'hiver. Sachez que si vos batteries sont dans des zones un peu plus fraîches, vous allez avoir moins de disponibilité. Donc, il va falloir les ménager un peu plus. Alors, les caractéristiques également de ces batteries, ce sont des batteries acides, plomb, ouvertes. Donc, il y a des dégagements gazeux. Alors, je me rappelle plus le terme, mais enfin, en gros, quand vous avez de l'eau électrolyse, vous avez un dégagement d'hydrogène, mais également au niveau de l'acide, quand c'est acide, quand les batteries rentrent un peu en ébullition, quand elles se mettent à travailler, vous avez un oxyde de quelque chose, je sais plus trop quoi, qui a une petite odeur d'œuf pourri. Alors, hyper important, ces batteries sont stockées impérativement dans un milieu tempéré, hein, entre 0 et 25, 30, et 30 degrés, mais également un endroit aéré. Donc, mon garage est bien ventilé, mais je vais en fait rajouter une couche de ventilation. Je vais tirer un tuyau de VMC supplémentaire qui va arriver juste au-dessus de ces batteries pour en permanence s'aspirer et renouveler l'air à proximité de ces batteries pour pas qu'il y ait de fixation
d'hydrogène dans cette zone-là. Ça, c'est un premier point aussi très important. Donc voilà, ça c'est un truc incontournable. Autre chose concernant ces batteries, j'avais envisagé de les mettre dehors, hein, et j'ai regardé, j'ai protesté un peu le sujet. Je me suis dit qu'en fait, dans ma région, et parfois les moins 10, parfois les moins 15 degrés, les batteries allaient souffrir pas mal. Donc, je me suis rabattu sur la place au garage. Elles vont prendre exactement l'endroit où les actuelles sont, et puis on va mettre une bonne ventilation. Ensuite, je vais faire aussi sécurité maximum. Je vais mettre des détecteurs de gaz. J'en ai déjà des détecteurs de fumée gaz dans le garage. Je vais en rajouter dans un système que je vais vous expliquer par la suite. Ça me semble intéressant d'en parler. Donc voilà, je vais passer commande, je pense, d'ici une semaine. J'ai eu des devis. En gros, pour ces bêtes-là qui font 50 kilos une fois remplies, hein, là, on est à 400 kilos, ça fera 200 € en France, Centre-France, de frais de port, en les faisant venir de Valence en Espagne. Alors, j'ai choisi cette boutique et ces batteries, d'une, parce que ces batteries, je les ai pas trouvées ailleurs, et de deux, parce que les prix est hyper compétitif, et de trois, parce que je suis très limité en budget. Et puis il y a la fameuse problématique de l'emplacement. Si vous êtes sur les batteries qu'on connaît le plus, qui sont le plus distribuées concernant les batteries acides, vous allez être sur elles vont être moins hautes, et donc il va y avoir beaucoup plus d'éléments, et ça va prendre beaucoup plus de place au sol, et ça va me poser problème dans mon garage. Voilà, donc en fait, on voit qu'on est dans des compromis permanents lorsqu'on doit faire des choix. Il y a le prix, et puis il y a effectivement le problème d'implantation. Alors, donc, je suis en contact avec le commercial, à qui j'ai fait refaire plusieurs devis, j'ai demandé des infos, des conseils. Ils utilisent Google Translate, et puis moi je leur parle en espagnol, vu que c'est ma langue, enfin une de mes deux langues natales. Tout se passe bien jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je leur ai dit que j'allais faire des vidéos concernant le matériel, pour que les abonnés connaissent voient un peu l'évolution de mon installation, connaissent aussi une autre boutique en ligne. Et donc, en fait, directement, ces gens-là, sans que je demande à quoi que ce soit, m'ont dit, écoutez, vu que vous allez faire une vidéo, vous allez parler de nous, vu que j'en parle, ils m'ont fait une petite ristourne. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa, appréciable. Et puis, du point de vue de l'approche client, marketing, c'est très fin, très astucieux de leur part. Ils m'ont dit, et moi je leur ai dit aussi dans la discussion, j'ai une chaîne YouTube, je vais parler de vous. Si vous voyez des solutions pour qu'on puisse, je ne veux pas dire faire une collaboration, mais des passerelles pour que vous soyez un peu plus connus, et puis voilà. Donc ils sont en train de réfléchir. Je ne sais pas où ça va mener. Ça va mener peut-être nulle part. On verra bien. Mais bon, je vous ferai profiter de tout ça. Ça donnera l'occasion d'avoir, à travers la page YouTube, en gros 3 fournisseurs différents de matériel. Vous avez What You Did. Je vous en ai très souvent parlé, je continue à être client. Vous avez Shop Discount, je crois que c'est comme ça, qui font dans le matériel photovoltaïque et chauffage, climatisation. Et puis vous aurez aussi cette boutique, donc vous aurez des nouvelles maintenant de ma part. Donc voilà, ça fait plusieurs axes d'approvisionnement. On va voir comment ils travaillent, ces Espagnols. Apparemment, ils ont une bonne réputation. Je leur avais déjà demandé des informations et des devis pour des installations photovoltaïques pour de la famille en Espagne. J'avais demandé des devis aussi pour des installations, pour le prix des installations, vu qu'ils font la pose et l'installation également. Et là, c'est intéressant parce que pour des installations type réinjection réseau, on était sur des prix d'installation de pose qui étaient de 500, 600 €. On n'était pas dans la folie franco-française. Voilà, donc ça c'était pour la boutique, donc on en reparlera. Alors maintenant, on va parler un peu de l'installation. Vu que je vais avoir ces nouvelles batteries, ça va être une philosophie totalement différente. Le but du jeu, ça va être de monter graduellement dans le pourcentage d'utilisation de ces batteries pour diminuer le plus possible ma facture sans leur porter atteinte. Voilà. En gros, je me fixe l'objectif, durée de vie 15 ans. Et donc, je vais voir pour essayer de coller le plus possible à ces 40% d'utilisation quotidienne, en gros,
pour rester dans ces clous-là. Donc pour ça, il va falloir automatiser ou alors devenir un automate, quoi. Alors je vais vous présenter en gros ce que j'ai pondu, basé sur de l'Arduino. Alors pourquoi l'Arduino? Alors de l'Arduino déjà, je vais vous présenter ce que c'est. Je vais vous présenter l'Arduino. Donc je vous ai préparé une petite boîte avec du matos. Donc l'Arduino, ça va être un peu chaud. Ce sont ces petites cartes qui coûtent variablement. Alors vous allez pouvoir trouver ça parce qu'il y a les originaux, il y a les copies. Vous allez pouvoir trouver ça entre, allez, je vais dire un prix 7-8 euros jusqu'à 20 euros. Sachant qu'il y a des nouvelles versions qui sont arrivées. Ça, c'est une version qui a bon poids 2 ans. Donc ça, en fait, c'est génial. C'est vraiment génial parce que vous avez des entrées logiques, des sorties logiques. Vous pouvez choisir qui sera une sortie logique et qui sera une entrée logique et qui sera une sortie logique. Vous avez des entrées et des sorties analogiques, 0,5 volts. Vous avez ensuite un connecteur ici qui permet soit d'alimenter, soit d'envoyer le programme que vous aurez généré avec un petit logiciel. Et là, un connecteur pour l'alimentation. Donc, vous voyez, vous avez des pins. Et ici, vous allez pouvoir mettre des... je vais vous montrer. Je vais vous montrer 2 secondes. Vous allez pouvoir faire le câblage de vos installations en encryptant les fils de cette façon. Donc c'est super pratique, aussi bien pour faire du développement, recherche-développement, on va dire, pour faire vos propres solutions, mais c'est super pratique également pour faire du définitif. Sachant que j'en ai une qui retourne depuis 1 mois à peu près, puisque j'ai reprogrammé tout un système qui va détecter la vitesse de décharge des batteries et la profondeur de décharge pour repasser sur ce secteur pour pouvoir tourner même avec des batteries HS. Stabilité garantie, quasiment 1 mois que ça doit tourner, 0 plantage, 0 bug, le truc qui tourne en continu, ça marche nickel. C'est un matériel qui est très stable, qui est peu coûteux, qui ne demande pas une science profonde quand vous restez à peu près dans les clous, une science profonde en développement et en électrotech. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Moi, j'adore ces petits trucs. C'est une souplesse extraordinaire. Donc, Arduino, vous avez ici la version Uno, et là, vous avez une version Mega. Alors, la différence, ça va être la mémoire, la vitesse CPU, le cache, tout ce qui va avec, le nombre d'entrées-sorties, aussi bien analogique que logique. Et pour celle-ci, qui est un modèle un peu spécial, la fameuse puce Wi-Fi que vous connaissez tous, le SP, je crois, je me rappelle plus la référence, bref, j'en ai déjà un peu parlé, je vous la rappellerai en commentaire, elle est intégrée. Donc, j'ai pris ça avec la puce Wi-Fi intégrée, donc je compte bien faire dialoguer cette carte avec un serveur pour que mon serveur stocke les données que la carte calculera ou recevra. Voilà, donc ça va se faire progressivement. Je ne vais pas tout développer d'un bloc. Je vais prévoir que le programme soit suffisamment propre pour arriver à ce résultat progressivement en fonction de mes besoins et de mon temps dispo. Ça va prendre plusieurs mois. Ça va être pour moi, c'est du jeu, j'adore ça. C'est super sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces fameux Arduino? Voilà. Afficheur LCD, des petits boutons, donc vous voyez. En fait, ça devient un vrai pupitre de programmation et de commande. Des petites cartes d'alimentation stabilisée, 5 volts, 0,7 ampères. Une petite carte avec un logement pour une pile qui cette carte en fait va permettre d'avoir l'heure dans l'Arduino. L'Arduino n'est pas équipé des fonctions d'origine, des fonctions qui lui permettent de générer une heure et de la garder si vous avez une coupure d'alimentation. Donc le but du jeu, c'est que ça soit sauvegardé à l'intérieur et que ça envoie l'heure en permanence à l'Arduino. Voilà les fameuses cartes entrée-sortie, de sortie relais. Et puis voilà, en gros pour le matos, en gros, peut-être que je vais le ressortir pour parler.
Et ensuite, des pinces ampères-métriques, on va les appeler comme ça, en clip sable. Donc vous voyez, vous allez passer le fil, hop, à l'intérieur. Et le champ électromagnétique généré par le courant qui traverse le conducteur va être capté par ce capteur qui, lui, va sortir en 0,1 volt, je crois que c'est ça, à la sortie, et qui sera une image du courant. Donc si c'est un courant sinusoïdal, vous aurez un courant sinusoïdal. Et ça va être toute la problématique que de pouvoir mesurer un courant sinusoïdal avec une Arduino, puisque vous allez voir qu'il va falloir faire une petite subtilité. J'ai pas fait le test, donc ça j'ai reçu aujourd'hui, et je vais vous expliquer. Donc voilà, Arduino, le principe, vous avez vu, des petites cartes qui s'interconnectent avec des pins. Et puis le but du jeu, quand même, une contrainte, c'est qu'il va falloir que je fasse rentrer tout ça dans cette boîte. Et quand vous allez voir le bordel que c'est, vous allez vous dire, c'est chaud. Et ça va être chaud. Alors aussi, que vous dire d'autre sur ces Arduino? Je vais vous montrer. On va ouvrir un peu les choses. On est là pour faire découvrir. Des petites cartes pour souder des composants, faire des connexions. Et puis des switches, des interrupteurs. Je vais en avoir besoin de quelques-uns. Allez, on en sort un. Voilà. Alors tout ça c'est vraiment pas cher. Je vais essayer de vous donner des ordres d'idées de prix. Ça, vous allez trouver ça dans les, c'est plus 5-7 euros, quoi. Ça dépend que vous l'achetez, mais 5 à 7 euros. Cette scie, l'Arduino Mega avec la puce Wi-Fi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez la taper à 18-19 euros. En Arduino Mega 15 standard, vous allez la trouver à beaucoup moins. Ça, vous allez trouver ça à 9 euros. La carte d'Alim, avec 5 euros, vous en avez peut-être 2 ou 3, je ne me rappelle plus les prix. Des câbles comme ça pour se connecter, vous allez pouvoir taper à 4 euros, vous allez en avoir une centaine, avec des mâles-mâles, des mâles-femelles, des femelles-femelles. Les cartes électroniques comme ça pour souder, vous avez ça pour 4 à 5 euros. Enfin, vous voyez, on est tous sur des prix vraiment très très bas. Et c'est ce qui fait l'efficacité et la pertinence de ce matériel, c'est que c'est vraiment pas cher. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu ce que j'ai prévu. Ce qui ne sera pas la version définitive, mais ce qui sera certainement ce qui va s'approcher d'un système que je vais progressivement mettre en place. Donc là, vous allez perdre ma bobinette et puis on va passer sur ce système. Ah ben non, finalement, vous n'avez pas perdu ma bobinette. Alors je vais la réduire. Donc là, c'est un logiciel qui s'appelle Fritzing qui permet, de faire du dessin basé sur de la connexion de composants avec, on va dire, des vues de dessus, des vues très parlantes, et qui vont pouvoir vous faire des schémas et également prévoir des circuits imprimés. Alors, il est évident que je me suis pas trop emmerdé. Je fais ça pour que j'ai une bonne vision d'ensemble de mon projet lorsque je vais passer au câblage et au développement. Il va y avoir des modifications, c'est certain. Quand ça sera fonctionnel, je partagerai tout ça si vous en avez besoin. Maintenant, on va passer à la description. Alors le but de cette installation, ça va être d'automatiser le fonctionnement de divers appareils. On va zoomer un peu pour faire du délestage. Et du délestage qui fera que soit certains appareils n'auront pas le droit de tourner quand il n'y aura pas de soleil, soit on ne pourra pas superposer les couches d'appareils tournant en même temps pour pas dépasser la puissance utile fournie par le soleil et pour ne pas trop taper dans les batteries. Donc j'ai essayé de voir un peu comment on vivait à la maison, précisément avec les appareils, par rapport à mes besoins et partout où je pouvais optimiser l'utilisation des kilowattheures de mes panneaux sans taper dans les batteries, sans taper plus que ça dans les batteries. Alors ces zones, je les ai identifiées. Sachant que chez moi, tout ce qui est éclairage, prise de courant, VMC, chaudière, est en permanence sur le photovoltaïque, ou lorsqu'il y a vraiment plus de soleil et que mes batteries sont HS, on bascule sur secteur.
Et là, on va être sur un fonctionnement totalement différent pour tout ce que je vais vous citer. Maintenant, tout ce que je vous cite maintenant, ça va être un pilotage des appareils pour les faire passer soit sur EDF, soit sur le photovoltaïque et batterie, bien sûr. Donc, j'ai identifié les plaques à induction. Donc ici, vous avez une LED qui va symboliser l'état de marche. Alors, ce que j'ai imaginé comme système, c'est que si j'utilise cet interrupteur-là, je m'en sers pour forcer la plaque à induction sur le secteur. La LED sera allumée verte fixe. Si je suis en non forcé, ça veut dire que je serai sur un mode automatique. Donc un mode automatique où il y aura une utilisation, où les plaques à induction seront en cours d'utilisation, il y aura un clignotement d'une certaine fréquence, on va dire une seconde. Et lorsque ça sera pas utilisé, c'est-à-dire que on sera en mode automatique mais non utilisé, il y aura un clignotement qui sera 2 secondes, enfin un cycle de clignotement différent qui feront que je pourrai interpréter avec la même ampoule, enfin la même LED, plusieurs informations différentes par un codage visuel. Donc la plaque à induction qui sera automatisée. Ensuite, le lave-linge, le lave-vaisselle, la pompe de la circulation de la piscine, la pompe à chaleur de la piscine, la climatisation. Donc ça, c'est un projet qui était budgété, et cette fois-ci pour cette année. C'est l'installation d'une clim, parce que j'ai 2 pièces en haut mansardées qui sont des fours, et c'est les chambres de mes gamins, donc là, on va essayer d'avoir un peu plus de confort. Ensuite, réserve. Alors réserve, ça sera simplement un contact qui sera là au cas où j'ai besoin de faire quelque chose supplémentaire. Il est prévu, et puis il sera inutilisé pour l'instant. Et ensuite ici, vous avez la fameuse LED défaut gaz. Alors défaut gaz, ça sera la détection éventuellement de gaz, fumée ou autre, mais les gaz également hydrogène, vu que les détecteurs que je vais utiliser, que j'ai reçus ou pas d'ailleurs. Oui, je les ai reçus. Je vous les ai pas montrés. Il faudrait que je vous les montre. Mais ils sont dans la chambre. Désolé. Toujours dans les mêmes prix. On est sur les 3, 4, 5 euros. C'est vraiment succinct. Donc, les détecteurs de gaz, eux, me donneront l'information. Il y a une présence anormale de gaz. Et là, j'activerai la VMC à grande vitesse. Je mettrai la LED en rouge. Et puis il y aura un buzzer. Alors, un buzzer qui se trouve en haut. Alors, voilà, le fameux buzzer. Alors avec ce logiciel de dessin, le truc un peu chiant, c'est qu'on n'a pas forcément tous les éléments graphiques qui correspondent pile poil à ce que vous voulez faire. Parfois, il faut chercher longtemps et on les trouve sur Internet. C'est des librairies qu'on télécharge. Parfois, on les trouve pas. Donc, on fait des compromis. L'histoire, c'est d'avoir quand même quelque chose qui soit parlant lorsque vous devez passer au câblage, et que vous avez besoin de vous rappeler les principes de votre installation. Alors, on revient sur le matos. Donc vous avez un couple, en fait c'est un couple, c'est plus qu'un couple, c'est une triplette. Interrupteur par fonction et sortie relais. Donc ici vous avez l'interrupteur, la LED, la résistance pour pas cramer les LED, un point très important pour brider l'intensité qui va circuler dans la branche. Et ici vous avez le relais qui correspond. Et ensuite, bien au-delà, le contacteur, puisque pour domotiser tout ça, il va falloir que je fasse passer mes éléments, les éléments que j'ai cités précédemment. Il va falloir que je les fasse passer soit alimentation EDF, soit alimentation secteur. Donc là, un truc important, je vous fournirai les références plus tard. J'ai trouvé des contacteurs qui version modulaire, donc qui s'encastrent dans les tableaux. C'est des contacteurs de marque, qui ont 2 contacts ouverture, 2 contacts fermeture. En général, c'est réservé pour l'industrie. Là, en fait, c'est fait pour la maison. Donc, ce qui fait que ce contacteur-là, je vais pouvoir l'utiliser comme un inverseur de source directement, et tout ça pour un emplacement et une puissance gérable par les contacts qui est en parfaite concordance avec mon besoin. Donc, je vous filerai également les références en commentaire dans la vidéo. Ouais, celle-ci, on va faire ça. Si j'oublie, vous me rappellerez plus tard en commentaire, et puis je vous donnerai cette référence, parce que je pense que ça peut vous être très utile. Donc ça, on va dire, c'est le câblage des entrées.
tout ce que vous voyez ici, qui vont être raccordés sur sur ces pins à cet endroit-là. Pins qui sont des entrées et des sorties logiques, qui peuvent être programmées en sortie, entrée logique, dans un sens comme dans un autre. Ensuite, vous voyez ici, vous avez deux petits relais. Alors ce petit relais, ça va être une information de mon interrupteur crépusculaire. Vu qu'il existe, je ne vais pas en refaire un, quoique je sais que j'en ai un dans une boîte que j'avais fabriquée. Et donc, je vais recevoir l'info de mon interrupteur crépusculaire comme quoi je suis à une puissance un ensoleillement tel que mes panneaux solaires peuvent fournir plus de 2500 watts crête. Donc ça va être un signal, ce qui fait que ça voudra dire mon installation c'est bon mon gars, tu peux y aller, tu peux taper dedans. Et grâce à cette info, je vais pouvoir gérer et automatiser ce que je vais pouvoir mettre ou pas sur le photovoltaïque pour toujours être au maximum de la réalité et de la production pour optimiser tout ça. Ensuite, ça c'est un contact relais extérieur qui va me donner l'information. Mon onduleur est en mode autonome, ou il est pas en autonome. Et ça, je vais l'inclure également dans mes boucles de régulation et de délestage. Alors, on va descendre un peu. Alors ici, vous voyez une batterie, enfin des piles. En fait, c'est ce qui va symboliser mes batteries. Et là, vous avez un pont diviseur de tension, les deux petites résistances. Donc ça va correspondre à mon pack de 28 kWh de batterie. Donc on est loin du compte là. Voilà, ça me permettait de faire les connexions, d'avoir ça à l'écran. Dites-vous bien 28 kWh. Donc c'est bien plus gros que ces fameuses piles. Donc ici, je vais mesurer en permanence la tension des batteries qui vont remonter sur une entrée analogique. Donc les entrées analogiques, on les retrouve à cet endroit-là sur la carte Arduino. L'Arduino Mega avec puce Wi-Fi, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ici, sur cette fameuse carte, ici analogique, l'entrée analogique, vous allez retrouver les deux capteurs ici, qui sont des capteurs de détection de gaz. Je fournirai les références également. Je les double par sécurité. C'est-à-dire que les deux devront me donner des informations concordantes. S'il y en a un qui me donne une information qui ne sera pas la même que l'autre, c'est qu'il y a un problème. Et là, je mettrai une alerte, buzzer, LED, et plus si affinité. Donc je double la sécurité. Si vous avez des idées d'ailleurs pour faire des propositions, ce que je vous montre, c'est un exemple de ce au quoi j'ai réfléchi. C'est peut-être pas le plus pertinent. Vous avez peut-être une façon de voir totalement différente, qui est plus fine, plus subtile et plus maligne que la mienne. Moi, je suis preneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur cette carte Arduino de connecter? Ici, vous avez la petite carte d'Alim, donc 5 volts 0,7 ampères, le fusible. Et cette carte, donc ici ça va se connecter là, mais en fait, moi je vais faire ça de façon plus bourrin, je vais aller faire des points de soudure, va m'alimenter en tension cette carte Arduino, va m'alimenter en tension l'afficheur LCD, et va aussi m'alimenter en tension cette carte-là. Et oui, parce qu'en fait j'aurai deux Arduino. Et pour cause, je vais vous expliquer. Donc ici, vous voyez que cette carte Arduino va être relayée, va être connectée à la carte principale. On va l'appeler la carte maître. Et vous voyez que je sors des sorties analogiques pour rentrer sur les entrées analogiques. En fait, ce que je vais envoyer à travers ces fils-là, mais peut-être d'une autre façon, et je vais vous en parler, ça va être les informations de tout ce que vous trouvez ici. Donc ce que vous trouvez ici, en fait, cette self, ça symbolise ça, puisqu'en fait, ce dispositif qui va capter le courant, c'est un phénomène qui va générer du courant induit, parce qu'à l'intérieur, il y a une bobine. Voilà, enfin, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, ici, il y a une bobine. Donc, c'est la symbolisation qui est utilisée sur ce logiciel. Dès que les gens utilisent ces capteurs, ils utilisent ce symbole-là. Donc ici, vous avez les condensateurs et les résistances qui vont vous permettre d'envoyer le signal généré par le courant qui va circuler au travers de la bobine sur une entrée analogique. Donc vous voyez, je vais mesurer le courant sur plaque à induction, lave-linge, lave-vaisselle, pompe piscine, pompe à chaleur et autres.
Alors l'autre, en fait, c'est que je veux mesurer le courant de toute ma maison. Voilà, quasiment toute ma maison. Comme ça, je vais pouvoir faire des estimations de puissance, où passe la puissance, où elle passe pas, et je vais pouvoir faire du délaissage en mesurant ça. Donc je récupère toutes ces informations sur ces entrées analogiques et je vais les remonter ici. Alors pourquoi je ne me connecte pas directement sur les entrées analogiques ici? C'est simple. C'est que sur cet Arduino, je vais tourner avec un cycle de toutes les secondes. Alors pourquoi ce cycle de toutes les secondes? Tout simplement parce qu'en fait, il est possible que dans cet afficheur avec des boutons, il est possible que je l'utilise pour faire du paramétrage comme j'ai déjà fait. Et en les utilisant pour avoir une fonction de navigation, je ne peux pas fonctionner correctement avec un temps de scrutation et d'exécution de programme qui serait hyper rapide. Donc j'introduis un système où je peux appuyer pour faire défiler en gros chaque menu toutes les secondes. Donc je vais en fait cadencer et forcer la cadence d'exécution du programme toutes les secondes. Mais pour faire la mesure du courant, ici il faut qu'on ait un échantillonnage maximum. Pour reconstituer ce courant alternatif, enfin détecter divers points sur le courant alternatif qui va être capté et pouvoir transformer ça en une tension de 0,1 volt. Qui sera par la suite transformé en 0,5 volts, puisque le problème, c'est que ces entrées, c'est 0,5 volts, et le capteur ici a une amplitude de 0,1 volts. Donc on va perdre en précision, c'est certain, mais bon, on sera toujours plus ou moins dans les clous par rapport aux besoins. Donc, soit je vais envoyer... Donc ici, je vais tourner à la cadence maximale pour pouvoir échantillonner, et j'enverrai cette information à la carte dès que la carte demandera, c'est-à-dire à chaque scrutation, à chaque seconde. Alors, vous voyez qu'il y a autant de fils et de connexions intercartes qu'il y a d'éléments, mais il est tout à fait possible et même probable qu'au lieu de passer par ce système filaire, que je fasse dialoguer les deux cartes par leur port série, puisque ces cartes ont un port série. Alors celle-ci en a 3 disponibles, je crois, et celle-ci en a 1. Donc je pense même que très rapidement, je virerai les fils jaunes et je passerai uniquement par ces fils bleus pour faire dialoguer les cartes à travers le port série directement. Donc les infos que je vais récolter ici d'intensité vont me permettre, en combinaison avec l'information de l'interrupteur crépusculaire qui va me dire voilà, que tu as plus de 2500 watts de disponible potentiellement, vu que le niveau d'éclairement est conséquent, et aussi l'onduleur en mode autonome ou il n'est pas en mode autonome, avec les intensités ici qui vont être sollicitées, je vais pouvoir définir par programme ce que je vais commuter ou pas commuter en mode EDF ou en mode photovoltaïque sur mes installations qui sont les plus gourmandes. Donc on récapitule. Plaque à induction, lave-linge, lave-vaisselle, pompe de la piscine et pompe à chaleur de la piscine. Ça va être le but du jeu. Alors, que vous dire d'autre? Donc là ici c'est symbole sur la droite là de la VMC, puisque les deux fils du relais ici vont me servir à venir chanter en parallèle la survitesse de la VMC. Voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour. Je ne vais pas aller plus en détail de ça. Vous avez vu la philosophie du truc. Ça va évoluer. Je suis dessus. J'ai dû passer combien de temps pour faire ça? Allez, grosso modo, une quinzaine d'heures à temps partiel, c'est-à-dire 1 heure par-ci, 1 heure par-là. J'aime bien travailler par petites touches puisque quand je débute un truc, j'ai pas la vision définitive du projet. C'est un peu comme quelqu'un qui va peindre un tableau et qui va découvrir la peinture qu'il va faire au fur et à mesure. Et de cette façon, je sais que j'arrive le plus vers un système qui correspond à mon besoin, puisque le fait que je vais travailler dessus avec un délai de 3 à 4 jours fait que les choses mûrissent. Je pense à des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Je picore, c'est un peu le principe. Voilà, écoutez, que dire d'autre? Pas grand-chose, pas grand-chose. Je pense que vous aurez des réactions, des questions. Je vais attaquer le câblage et les essais d'abord. Je vais attaquer d'abord les essais. Je vais d'abord attaquer cette partie qui va me permettre de mesurer la tension, puisque ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait avec ces composants.
sachant que tout le reste, tout ce qui est là, bah, je l'ai déjà fait. Voilà. Y compris la partie Wi-Fi et connexion serveur que j'avais déjà fait, mais avec une puce séparée, pas une puce intégrée. Donc là, normalement, ça devrait moins me poser de problème par rapport au problème de parasitage lorsque ces fameux relais battent ou les contacteurs battent, ça a généré des parasites qui parfois venaient planter ma petite carte Wi-Fi. Donc là, en étant intégré, on va voir. Ça va être un peu la surprise. Mais ça, cette partie développement va être plus tardive, hein. Une fois que tout sera stabilisé, je vais passer à la partie développement Wi-Fi. Voilà, bah écoutez, à vos questions, à vos remarques. Et puis voilà, on a parlé un peu technique, technologie. Alors soyez pas trop rigoureux sur le schéma, la longueur des pattes, de la LED, est-ce que c'est la bonne LED, la cathode, l'anode, enfin bon tout ça. Moi c'est vraiment un schéma de principe. Je sais qu'une fois que je vais passer au câblage, je sais ce que je vais avoir à faire, ça va être mon fil directeur. Allez, si, petit truc, vu qu'on est dans l'Arduino, là vous aviez le câblage, vous aviez les composants, je vais quand même vous montrer un peu à quoi ressemble un bout de programme Arduino. Un bout de programme Arduino, puis avec quoi on développe ça. Donc là, ben, vous avez un bout de programme Arduino. C'est ce qui tourne actuellement sur le système qui fait la détection de tension et de seuil de tension. Donc, vous avez ici la partie qui permet de piloter l'afficheur LCD. Donc l'appel de la librairie. Ensuite, la configuration des entrées et des pins qui permettent de faire tourner ça, sachant que c'est pas fermé définitif, vous pouvez en attribuer d'autres par programme. Ici, des seuils de tension que j'ai, c'est des seuils de temporisation, des seuils alors ça c'est des initialisations de valeurs, comme en haut d'ailleurs, hein. On initialise les valeurs au départ, donc des mémorisations de tension basse, ainsi de suite. Bon, rien de sorcier. Ici, c'est l'activation du port série, parce qu'en fait, vous avez, avec les Arduino, vous avez un debugger, un moniteur série, que je ne pourrais pas afficher parce que je ne suis pas connecté. Sinon, il s'affiche et ça vous permet de voir les valeurs en direct qui sont calculées ou mesurées dans votre Arduino. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, c'est une communication série. Ensuite, vous voyez par exemple, ça c'est ce qui permet de piloter l'afficheur 7 segments. Là, je lui fais afficher à la position 0, donc je crois que c'est à la ligne 0, et ensuite, donc j'ai deux lignes, et ensuite le premier caractère, c'est le titre du machin, donc ça c'est à l'initialisation, ça affiche ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'important? Bon, ensuite vous avez delay, c'est la cadence, c'est ce que je vous avais dit précédemment. Et ensuite, ici, les boucles, dans la boucle loop, ce qui va fonctionner en permanence, ce que va faire le système, et y compris envoyer les informations à l'afficheur pour que je puisse les consulter. Voilà. Et vous avez les sorties relais. Ah, on va essayer de les voir. Voilà, sortie relais. Low, high. Vous avez une sortie relais que je pilote à 0 ou à 1 en fonction de variables et puis de conditions que j'ai définies ici. Voilà, c'est un principe set reset. Voilà, donc ensuite, quand vous êtes connecté, vous par le port USB, vous choisissez ça, vous envoyez la purée, après avoir défini le type de carte, voilà, et puis ça fait le boulot. Si vous avez bien développé. Allez les amis, je vous laisse. Ça va être une vidéo longue quand même, là, je pense. Allez, à plus.